En 2011, le musée de la préhistoire d'Île-de-France revenait sur l'identité de l'homme en proposant une exposition passionnante, mettant notamment en avant des reconstitutions de notre évolution par la paléo-artiste Elisabeth Dénès. Les mannequins ont été fabriqués en se basant sur des moulages de restes de fossiles et en faisant appel à l'expertise d'un anthropologue et autres spécialistes. Une chose fascinante en regardant ces modèles, c'est de constater l'évolution de la physionomie humaine. À quel point nos traits ont changé, quelles caractéristiques se sont modifiées avec le temps, etc. Il en est cependant une sur laquelle peu de personnes s'attardent et qui constitue pourtant une des obsessions partagées par la quasi-intégralité de nos sociétés actuelles, les boobs. Si le sujet peut vous donner envie de claquer un bon gros rire gras, sachez que la question n'en est pas moins scientifiquement passionnante. La morphologie des boobs semble unique chez les primates, en raison de leur dépôt graisseux permanent. Cependant, elle est encore plus extraordinaire chez la femelle Homo sapiens, donc c'est nous, qui est la seule chez qui l'organe de la lactation reste volumineux, même en dehors des grossesses et des périodes d'allaitement. Et oui, c'est un fait assez peu connu, mais les seins n'étaient pas prédestinés à rester gonflés H24. Pas du tout. En fait, si les seins des femmes se développent à la puberté et restent plus ou moins saillants jusqu'à leur mort, ce n'est absolument pas le cas des autres primates, où les seins, plus précisément les glandes mammaires, ne se développent que pendant les grossesses et diminuent à la fin du stade de lactation respectif. L'homme ne déroge lui-même pas à la règle, puisque nos ancêtres ne possédaient pas non plus des boobs permanents. Autrement dit, fut une époque, les descendantes de la femme actuelle ne possédaient pas de poitrine toute leur vie. Mais alors, pourquoi est-ce que les femelles hominines, donc nous, on a des seins permanents? Vous ne vous êtes sûrement jamais posé la question, mais maintenant c'est trop tard. On va causer nibar aujourd'hui, et plus particulièrement les différentes hypothèses qui ont été avancées pour essayer d'expliquer cette particularité humaine. Blabla habituel pour vous dire que cette vidéo va probablement être démonétisée parce qu'on va parler de boobs. Du coup, cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. On se retrouve en fin de vidéo et je vous en dirai un petit peu plus. Est-ce que vous vous souvenez de Lucie? Alors Lucie, pour tous ceux qui n'auraient absolument pas suivi, c'est un peu la resta du paléolithique, une australopithèque dont on a retrouvé les ossements dans les années 70 en Éthiopie. Une des raisons pour lesquelles ce squelette a autant fait parler de lui, c'est déjà parce que, regardez-moi cette mandibule. Oh, you touch my tralala. Mandibule. Mais surtout parce qu'avec 40% des os retrouvés, il s'agit d'un des squelettes les plus vieux et complets jamais découverts. BG. On a donc retrouvé à son sujet que des os, ce qui est déjà pas mal, mais pas de dépôts graisseux. Pourtant, sur chacune des représentations faites de Lucie que j'ai pu consulter, on observe quasi systématiquement la présence de boobs. Or, comme je vous l'ai dit plus tôt, à cette époque, rien n'indique que la poitrine féminine était déjà permanente. À vrai dire, aucun australopithèque n'a eu la bonne idée d'aller crever dans un glacier comme l'Homo sapiens Oddi, pour qu'on retrouve un petit peu de tissu, et de toute façon, Oddi est un bonhomme, donc ça ne nous avance pas. Ma première question a donc été, est-il juste de représenter les femelles hominines avec une poitrine permanente? Est-ce que ces représentations, elles sont crédibles? On a posé la question au très célèbre paléo-anthropologue José Braga, qui est en Afrique la majorité du temps sans connexion internet pour déterrer des squelettes, mais qui a eu la gentillesse de nous répondre. Pour lui, tout aurait changé avec l'apparition du genre Homo, donc il y a environ 2,5 millions d'années, dont l'apparition de seins permanents avec plein d'autres changements. Les représentations majoritaires d'australopithèques femelles avec des énormes nibars, c'est donc complètement extrapolé. Mais pourquoi du coup est-ce que cette vision elle est ancrée dans nos esprits? Et surtout, pourquoi est-ce que nos seins, contrairement à la totalité des primates, ont évolué pour devenir proéminents toute l'année? Une première piste pour essayer de répondre à cette question est l'hypothèse de l'environnement. Certaines recherches suggèrent en effet que les boobs permanents sur les femelles humaines seraient le résultat d'adaptations acquises durant les périodes glaciaires. Par exemple, il y aurait eu un intérêt évolutif pour la santé des meufs et la survie de leurs enfants à conserver du tissu adipeux à l'intérieur de cet organe, afin de stocker l'énergie nécessaire à la lactation et à la production de lait. Bah ouais, quand il fait putain de froid, la graisse c'est clairement un avantage, donc en avoir autour de la glande mammaire, ça fournit une sorte d'isolation thermique, et c'est bénéfique. Une autre hypothèse liée à l'environnement voudrait que la graisse se place à des endroits différents chez la femme et l'homme. Le corps de l'homme et de la femme n'ont pas les mêmes contraintes et donc ça entraînerait des différences sur les lieux de stockage de la graisse. Ces idées manquent pour l'instant de preuves viables pour expliquer à elles seules le phénomène, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles soient fausses. Ok,
Toutes ces hypothèses, elles sont super intéressantes puisqu'elles nous permettent de voir l'impact que peut avoir l'environnement sur notre évolution. En revanche, ce serait mettre de côté un élément super important lié à notre problématique. Les seins ne sont pas seulement considérés par l'homme comme une machine à nourrir. La culture populaire et pornographique nous le rappelle assez, les seins sont aujourd'hui considérés comme sexuels, bien que ce ne soit absolument pas leur fonction initiale. Il est évident que les boobs ont eu un impact sur l'attractivité, d'autant plus que leur taille est héréditaire. Ces propriétés ne sont pas anodines et suggèrent que leur taille et leur forme a été au moins un petit peu déterminée par la sélection sexuelle. En prenant en compte les différentes hypothèses de sélection non sexuelle qu'on a déjà vues, une autre hypothèse fait son entrée, celle de la sélection sexuelle. Les seins étant considérés comme un symbole de nulliparité, c'est-à-dire le fait de ne jamais avoir eu d'enfant, d'âge, de maturité sexuelle ou de fertilité, il ne serait pas étonnant que cela ait eu un impact sur l'évolution. Et si nous possédions des seins permanents parce que les hommes trouvent ça sexy? On sait pas pourquoi les premiers hommes préféraient les femmes au sein d'avantages visibles. Certains chercheurs proposent que la préférence soit le résultat d'un biais de perception. Plus précisément, ils affirment qu'après que les ancêtres humains aient adopté la locomotion bipède, on marche nos deux jambes TMTC, et la position copulatrice ventro-ventrale, on baise allongé TMTC, les seins saillants, donc vus de face, ressemblaient à des fesses, des culs, vus de l'arrière, et ont donc commencé à éveiller sexuellement les mâles. Ok. Cette hypothèse est toutefois très largement discutée, mais bon, c'est bien d'en parler. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une autre piste. Il a été montré que la taille des seins est positivement associée au niveau d'œstrogène. Autrement dit, il y aurait un lien entre la taille de vos boobs et votre niveau d'hormones sexuelles femelles. À son tour, cet élément il pourrait donc indiquer un niveau potentiel de fertilité plus élevé. Les seins des femmes pourraient donc être ce qu'on appelle en science un signal honnête. Un signal honnête, c'est un caractère physique ou comportemental dont la mise en place et le maintien au cours de l'évolution nécessite une super importante allocation d'énergie, donc qui doit être a priori important. Le fait que ce soit coûteux de conserver une poitrine qui est quand même pas du tout avantageuse, je veux dire, est-ce que vous avez déjà eu des seins? C'est giga chiant putain. Quand vous courez, ça fait blam blam blam, c'est chiant. C'est là comme ça. Ça augmenterait donc la valeur de l'accouplement, car les tissus adipeux fournissent des informations sur la capacité de lactation ou de fertilité. Par conséquent, si on suit cette logique, les hommes devraient être attirés par des seins relativement gros. Or, c'est pas forcément le cas. Certaines études montrent que les hommes préfèrent des seins plus gros, tandis que d'autres indiquent des préférences pour une taille moyenne, ou même pour des petits seins, et d'autres encore ne signalent aucun effet de la taille sur les jugements d'attractivité. Il faut pas non plus oublier que les préférences, ça varie en fonction des époques, et que si ces études, elles ont été faites dans les années 2000, ces préférences, elles sont valables pour cette époque. On peut malheureusement pas aller interviewer un australopithèque pour lui poser la question, quoi. Vous savez, moi je suis pas du genre à juger les femmes en fonction de leur physique, et encore moins, je pense, en fonction de leur taille de poitrine. Et je dirais que je suis quelqu'un d'assez woke, ouais, carrément. À l'heure actuelle, ces hypothèses, elles sont pas non plus bien étayées, et celles qui font référence à une sélection sexuelle, elles sont confrontées à un problème important. Les gros seins, chez les ancêtres humains et d'autres primates de la même manière, ils sont également visibles pendant la grossesse ou l'allaitement, c'est-à-dire les périodes d'infertilité temporaire. Les femmes enceintes ou allaitantes, elles ne peuvent généralement pas être fertilisées. Par conséquent, les mâles anciens qui avaient pour objectif quand même d'augmenter leur succès reproductif, ils auraient dû être repoussés plutôt que attirés par les gros seins. Donc ça ne répond pas franchement à notre question. On continue! Une solution à la problématique a été proposée par Marlowe dans les années 1998, qui a fait valoir que les seins élargis de façon permanente chez les femmes avaient évolué non pas en raison de la préférence des hommes pour leur grande taille, mais plutôt en raison de leur préférence pour certains types de formes de seins. La forme des seins est liée à l'âge des femmes, et de nombreux travaux montrent que les seins tombent avec l'âge et la parité. La poitrine a une apparence plus ferme chez les jeunes adultes, et plus tard dans la vie, c'est naturel, en raison de la diminution de la fermeté du tissu fibreux des seins, ils deviennent progressivement plus pendants. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, dédramatisons les seins qui tombent. Voilà, donc pour toutes les filles qui complexent là-dessus, ne complexez pas, ça sert à rien.
Ça arrive à tout le monde. La littérature médicale qualifie ce phénomène de ptose mammaire, c'est-à-dire le moment où les seins tombent avec l'âge et s'aplatissent contre la poitrine. Il était donc adaptatif pour les ancêtres humains mâles de préférer la fermeté des seins chez les femelles, en particulier après l'évolution de la ménopause, lorsque l'âge des femelles devenait très important dans le contexte de l'accouplement. Ainsi, comme il était difficile pour l'homme d'estimer la fermeté des seins ou sa tendance à tomber, l'élargissement permanent des poitrines aurait évolué. L'hypothèse de Marlowe a été de nombreuses fois testée et il s'avère qu'en mesurant l'importance relative de la taille et de la fermeté des seins pour l'attractivité des femmes, les chercheurs observent que oui, les hommes préfèrent bien des seins de taille moyenne ou légèrement supérieure à la moyenne, mais de fermeté élevée ou extrême, et qu'à l'inverse, les seins qui tombent ont un impact sur l'attractivité des femmes. Une autre étude a montré que la forme du sein pourrait être utilisée comme un marqueur fiable de la valeur reproductive résiduelle, c'est-à-dire le rendement reproductif futur attendu d'un individu. Combien de bébés vous êtes capable de faire? Et ce qui n'est pas lié à l'âge. Du coup, la forme et la fermeté du sein seraient un indicateur de la capacité d'une femme à concevoir un enfant. Un autre argument a également été avancé, le fait que la symétrie mammaire pouvait servir de marqueur de la stabilité du développement. En effet, certaines preuves montrent qu'une forte asymétrie mammaire est associée à une fécondité plus faible et avec un risque plus élevé de cancer du sein. Dans ce contexte, des études perceptuelles ont montré que des seins symétriques sont jugés comme plus attrayants par les hommes. Enfin, et pour continuer dans cette idée, un dernier élément est à prendre en compte. Les tissus adipeux jouent un rôle important dans le stockage des calories. C'est pour ça que plusieurs études suggèrent que la taille des seins des femmes agit comme un indicateur de l'accessibilité aux ressources. Dans une étude parue en 2013, alors comme d'habitude, je fais que de citer des études depuis tout à l'heure, mais comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos, allez voir la bibliographie de l'épisode, voilà Poutou. Dans une étude parue en 2013, des chercheurs ont montré que les hommes dans un faible contexte socio-économique considéraient les grosses poitrines de façon plus attractive que les hommes vivant dans un contexte socio-économique élevé. Autrement dit, les hommes plus pauvres ont davantage tendance à préférer les gros boobs. Pour éviter un biais du contexte environnemental, donc des biais dans le style les hommes pauvres sont davantage machistes parce qu'ils sont moins bien éduqués, ils ont également comparé les préférences des hommes dans un même environnement et selon leur état de satiété. Donc s'ils avaient la dalle. Verdict, les larges poitrines attirent davantage les hommes qui ont faim que les hommes rassasiés. Ces deux expériences tendent à démontrer que, en effet, la poitrine féminine et sa taille peut agir comme un indicateur d'accessibilité aux ressources alimentaires. Malgré certaines limites dans ces études, elles soulignent quand même l'importance du contexte dans le choix de ses préférences vis-à-vis des tailles de poitrine, et vont plutôt dans le sens d'une sélection sexuelle. Bref, la raison de la présence des seins chez les femmes à l'heure actuelle est encore largement discutée, d'autant plus que les études sur les préférences comportent un certain nombre de biais. Toutefois, il est très probable, pour les raisons énumérées dans cet épisode, que la sélection sexuelle ait eu un impact sur l'apparition des seins permanents chez notre espèce. Cette sélection, elle est multifactorielle, elle n'est pas due à un truc en particulier, mais sûrement à un ensemble de choses, y compris de sélections non sexuelles, comme par exemple l'adaptation au climat, la bipédie, le mode de vie sédentaire. Concernant l'évolution de la taille des boobs, il est assez peu probable que la sélection sexuelle ait entraîné à elle seule des changements majeurs sur la forme ou sur la taille des seins depuis l'apparition d'Homo sapiens. En effet, aujourd'hui, les formes et les tailles des seins sont très diverses, et l'attractivité des seins, même si elle répond à certains schémas, ça varie énormément. Elle dépend des conditions de l'homme, donc son contexte économique, social, culturel, mais aussi des habitudes sexuelles et sociales. Pour beaucoup simplifier et résumer, en évolution, si un caractère est présent chez une population ou une espèce, donc par exemple les femelles ont des gros seins, ça peut résulter de 3 grandes forces qui sont pas mutuellement exclusives. La sélection naturelle, c'est-à-dire cette caractéristique facilite la survie. Un grand classique, un gène te rend résistant à une maladie, ou alors fort ou rapide, enfin bref, tu as plus de chances de survivre que la moyenne, donc de pouvoir transmettre le gène en question aux générations suivantes. Ce gène tend donc à prospérer et éventuellement jusqu'à se répandre dans toute la population, c'est cool. Ensuite, la sélection sexuelle. Donc là, le caractère facilite la reproduction, par exemple en plaisant plus au sexe opposé, même parfois sans présenter d'avantage pour la survie, voire l'inverse.
Par exemple, c'est le cas de la queue du paon, qui n'a été sélectionnée que parce que elle plaît aux femelles. Justement parce qu'elle est handicapante et signale donc un mâle qui 1 a pu générer cette queue, excusez-moi ça va être vraiment très gênant la suite, donc qui 1 a pu générer cette queue, ce qui demande de l'énergie, et 2 a pu survivre jusque-là malgré sa queue encombrante. Et 2 a pu survivre jusque-là malgré sa queue encombrante et a donc un bon patrimoine génétique. Ça, c'est ce qu'on appelle un signal honnête. Le troisième facteur, c'est la dérive. C'est-à-dire quand le caractère se répand par hasard, même s'il n'a rien de particulièrement intéressant. Ça tend à arriver beaucoup dans les petites populations parce que le hasard a un rôle plus important à petite échelle qu'à grande échelle. L'important à retenir ici, c'est qu'un caractère peut se généraliser par hasard sans présenter le moindre avantage pour la survie ou la reproduction. Et que les recherches récentes laissent d'ailleurs penser que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croyait avant, même si ça reste un grand débat entre les biologistes de l'évolution. Donc, pour répondre à la question « Est-ce que les meufs ont des gros seins permanents à cause des mecs ?», l'hypothèse d'une sélection sexuelle n'est absolument pas exclue, même si elle a pu très bien coexister avec d'autres hypothèses comme la dérive ou avec la sélection naturelle, ou avoir des gros seins servirait donc plus la survie que la reproduction. Bref, si on fait un petit résumé, les femmes ou leurs ancêtres n'avaient très probablement pas des seins permanents fut une époque. Les seins ont évolué en ces gros machins présents toute l'année, y compris quand on n'allait pas, à cause de plein de facteurs, à la fois issus d'une sélection naturelle, c'est pratique pour la survie, à la fois issus d'une sélection sexuelle, ça plaît aux mecs, et probablement également issus du hasard. Je sais pas si ça vous aidera à grand chose dans votre vie de savoir tout ça, mais au moins, la prochaine fois que vous verrez des boobs, vous penserez à moi. Bisous! J'espère de tout mon cœur que cet épisode assez long des Revues du Monde vous aura plu. C'était un petit mix entre anthropologie et biologie, j'espère vraiment que c'était intéressant. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, parce que j'ai roté. Ça me ferait excessivement plaisir. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cet épisode a été sponsorisé par NordVPN. Alors pour tous ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un VPN, c'est très bizarre. Mais on va résumer. Un VPN, c'est un outil qui vous permet de modifier votre géolocalisation, donc par exemple pour contourner les restrictions de votre pays. Ça peut notamment vous permettre de regarder vos séries préférées depuis l'étranger, ou l'inverse, mais également de surfer en toute tranquillité sur les réseaux publics, ce qui peut être super pratique si vous voyagez. Enfin pas trop en ce moment, MDR. L'utilisation de NordVPN est super simple et accessible. Perso, j'utilise beaucoup l'application mobile que je vous recommande d'ailleurs chaleureusement. Si ça vous tente de tester, il y a en ce moment l'offre spéciale de Noël. En gros, si vous achetez un forfait de 2 ans, et vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Donc, ils m'ont donné un petit code promo pour vous, c'est le code MOMI, donc n'hésitez pas à utiliser le code MOMI ou à cliquer sur ce lien dispo aussi en description. L'abonnement est à moins 68% et c'est toujours garanti satisfait ou alors vous vous faites rembourser sous 30 jours. Voilà! Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures.